Pierre Laurent, le numéro 1 du Parti communiste français, est l'invité de Preuve par 3 avec l'agence France Presse, Dailymotion. Bonsoir d'être avec nous, avec donc ce soir Catel Prigent de l'AFP et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat. Nous allons bien sûr aborder les grandes questions politiques et économiques à 5 jours du premier tour des élections municipales où vous faites alliance dans la majorité des cas avec le PS. Alors ça peut surprendre puisque ce sont des listes gouvernementales, comme le dit votre autre partenaire, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, Pierre Laurent, le retour d'un très agréable parfum de guerre froide après l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine, manifestement totalement insensible aux pressions occidentales. Est-ce que vous partagez la même indignation qui court de Paris à Washington en passant par toutes les capitales européennes? Je pense que l'annexion par Poutine est extrêmement inquiétante. Le référendum s'est fait dans des conditions préoccupantes parce que avec des hommes armés un peu partout. Un coup de force. Un référendum qui ne proposait en vérité qu'une solution. Donc c'est inquiétant. Bon, ceci étant dit, il y a en face aussi des responsabilités américaines, des responsabilités de l'Union européenne, des responsabilités de l'OTAN. Parce que nous avons accompagné une situation en Ukraine inquiétante. On a un pouvoir en Ukraine qui au départ était une révolte contre la corruption et puis qui est devenu aujourd'hui un gouvernement dans lequel il y a des ultranationalistes qui poussent minoritaires, mais qui sont quand même, pour certains même, il faut le dire, des antisémites et des fascistes, qui poussent à la confrontation eux aussi. Et malheureusement, on est en ce moment dans une escalade militaire inquiétante. Plutôt d'ailleurs que d'en rajouter d'un côté et de l'autre sur la confrontation, il faudrait peut-être avancer des propositions qui brisent cet engrenage. D'accord, lesquelles? Parce que vous dites il y a une escalade, mais les responsables sont des deux côtés. Oui, les responsabilités sont partagées dans la situation en Ukraine. Oui, dans l'escalade, les responsabilités sont partagées. Et par exemple, quand on a dit à un moment donné dans la situation en Ukraine que l'OTAN allait jouer un rôle pour accompagner ce qui se passait en Ukraine, eh bien, on a mis de l'huile sur le feu, alors qu'on sait qu'on est à la frontière, dans une frontière extrêmement tendue. Donc, par exemple, il faudrait avancer des propositions de démilitarisation de l'ensemble de l'Ukraine. Il faudrait avancer des propositions pour qu'on retourne à un processus démocratique en Ukraine, parce que le pouvoir actuel n'a pas été élu. Il n'y a plus de pouvoir élu en Ukraine actuellement, donc il faudrait que l'ensemble des Ukrainiens puissent se prononcer sur l'ensemble des questions, leur avenir économique, leur rapport avec la Russie et l'Union européenne, sur le régime qu'ils souhaitent, etc. On a actuellement une situation d'instabilité dans l'Ukraine tout entière. Vous dites démilitariser, mais il faudrait démilitariser la Russie. C'est elle qui fait pression aujourd'hui avec son armée à la frontière Est. Il faudrait effectivement se poser d'une manière beaucoup plus globale la question de la démilitarisation des relations internationales, plutôt que d'aller vers la confrontation et effectivement ne pas remettre le doigt dans des logiques de guerre froide, des logiques de confrontation, qui ressemblent d'ailleurs plus qu'à des logiques de guerre froide, à des logiques de confrontation impériale comme on en a connu avant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il faut toujours inviter Poutine le 6 juin pour le 70e anniversaire du débarquement ? Écoutez, je pense que l'anniversaire du débarquement ne peut se faire qu'avec l'ensemble des puissances impliquées à l'époque. Oui, parce que de toute façon, il faudra du dialogue politique à tous les niveaux. Et c'est pas en pratiquant l'exclusion des uns ou des autres qu'on va s'en sortir. Est-ce que le contrat des navires militaires Mistral, un contrat qui avait été signé par la France en 2011 avec Moscou et qui est important évidemment pour l'emploi dans les chantiers navals de Saint-Nazaire, peut-il être suspendu selon le mot de Laurent Fabius qui met quand même beaucoup de précautions? Oui, je pense que là aussi, je crains qu'on soit dans une escalade qui ne traite pas le problème véritable et qui ne contribue pas à remettre au plus vite l'ensemble des acteurs autour de la table, donc, des puissances étrangères qui interviennent dans ce dossier. Les navires militaires, on continue de les produire. Non, mais on peut discuter avec ça. Vous savez, sur les ventes d'armes de la France, il y aurait beaucoup de choses à dire. Sur le cas présent. On vend des armes à beaucoup de gens qui les utilisent très mal dans le monde. Et notamment, on vend beaucoup d'armes au Qatar, qu'on retrouve disséminées dans tout le Sahel. Donc, pas question de remettre en cause le contrat spécifique avec la Russie. Beaucoup de choses à dire sur ça. Mais mettons ces questions sur la table dans une discussion avec la Russie. Il faut mettre toutes les questions sur la table, mais il faut aussi mettre les questions. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'élargir la frontière de l'OTAN
à chaque fois aux portes de la Russie. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des zones qui soient démilitarisées et qui évitent de mettre le doigt dans ces engrenages militaires? Donc pour l'instant, pas question de suspendre ce contrat, vous nous dites... Non, je pense que ça n'est pas, à mon avis, la première chose qu'il faut mettre à l'ordre. Alors, vous avez défilé aujourd'hui avec les syndicats, et FO-CGT notamment, contre le pacte de responsabilité. Vous le dénoncez, vous le présentez comme une fuite en avant. Est-ce que c'est le bon timing, franchement, à 5 jours du scrutin municipal? Écoutez, on sait que le gouvernement veut avancer très vite, qui veut, dans la foulée des municipales, précipiter l'adoption du pacte de responsabilité. Il a mis même une pression énorme, avec l'aide du MEDEF, et en lien avec le MEDEF, sur les syndicats pour arracher des signatures sur un relevé de conclusion qui ne comporte aucune contrepartie en matière d'emploi. Donc c'est le gouvernement qui essaye de presser le pas et d'éviter le débat sur le pacte de responsabilité. Donc je pense qu'il est important de prendre des initiatives contre ça. Les syndicats en ont pris et nous allons en prendre, et nous sommes en train de construire un appel très large de personnalités politiques, syndicales, associatives à une marche contre l'austérité le 12 avril à Paris. Jean-Pierre Raffarin, votre collègue au Sénat, pose une question qui est peut-être intéressante. Il dit, il y avait combien de chômeurs dans les cortèges ce mardi contre le pacte de responsabilité? Eh bien, M. Raffarin, qui ne fréquente pas beaucoup les cortèges en question, il saurait, s'il y allait, qu'effectivement, on y côtoie des salariés qui ont été au chômage et qui, des fois, retrouvent un emploi, et inversement, des gens qui sont au chômage aujourd'hui et qui n'arrivent pas à en retrouver. Vous savez, c'est pas en opposant ceux qui ont un travail et ceux qui sont au chômage qu'on va avancer vers la voie du progrès social. C'est un jeu qu'aime bien la droite. Opposer les salariés entre eux, mais quand on est chômeur, on reste un salarié. Et pour les chômeurs, justement, le pacte de responsabilité prévoit un allègement des charges, notamment sur les petits salaires. Et il y a une étude récente qui dit que c'est efficace pour créer de l'emploi. Vous le contestez? Oui, mais je le conteste absolument, parce que les chiffres sont têtus. On a cumulé en 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça, 397 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Si on cumule toutes les politiques d'exonération de cotisations sociales depuis 20 ans, c'est l'équivalent d'un budget entier de la France. Et pour quel résultat? Pourtant, le chômage record et la précarité galopante. Reste très taxé en France, plus que chez nos voisins européens, par exemple. Mais vous savez, bien rémunérer le travail, ce n'est pas un handicap pour une économie. Non, je ne parle pas du salaire, je parle des charges qui pèsent sur le travail. Non, mais ce n'est pas des charges. Les cotisations sociales, ça finance la protection sociale des salariés. Or, effectivement, bien rémunérer le travail, c'est à la fois payer un bon salaire et c'est assurer une protection sociale maladie, une protection contre le chômage, une protection, une politique d'allocation familiale. Pour financer les économies nécessaires pour financer le pacte de responsabilité, est-ce que vous pensez que le gouvernement a un plan caché pour l'après-municipal? Non, il n'a pas de plan caché, il a dit les choses. Il va payer l'addition avec 50 milliards de suppression de dépenses publiques, c'est-à-dire de l'argent qui va être pris contre les services publics et contre l'emploi public. Donc on va dégrader les services publics d'un côté, et de l'autre côté, on va donner à nouveau de l'argent aux entreprises qui vont l'utiliser pour accroître leur rentabilité et pour verser des dividendes. Je rappelle quand même, parce qu'on parle là d'un plan qui va alléger de 35 milliards, que les entreprises ont versé en 2013, les entreprises du CAC 40 ont versé en 2013 39 milliards d'euros de dividendes. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, je vois que Benoît Hamon, que beaucoup d'autres dans la majorité commencent à pointer ce problème sur lequel j'alerte depuis des mois, ce que j'appelle le coût du capital. Plutôt que de regarder toujours du côté du coût du travail, on ferait bien de regarder du côté du coût du capital. Pierre Gattaz vous répond, dans quelque sorte, à vous directement. Il dit « J'ai le poil qui se hérisse quand j'entends parler de cadeaux au patronat. Ceux qui disent ça ne connaissent rien à l'entreprise. » D'accord. Bon, mais peut-être que son poil se hérisse, mais la vérité, elle est têtue. Les dividendes ont cru toutes ces dernières années, et encore en 2013, pendant que dans cette période de crise, eh bien, il y avait de plus en plus de chômeurs et de gens qui souffraient de la situation. Et Monsieur Gattaz peut dire tout ce qu'il veut, les chiffres sont là aussi, la part des dividendes dans la valeur ajoutée est maintenant supérieure à la part de l'investissement. Donc nous avons des entreprises qui préfèrent faire de la croissance financière
plutôt que d'investir dans l'emploi. Pierre Gattaz, c'est vrai, c'est lui le Premier ministre, comme le dit Thierry Lepant de la CGT. En tout cas, il est très très écouté, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il est le seul quasiment à applaudir, et peut-être qu'il faudrait rappeler... Non, il y a des syndicats, vous l'avez dit, qui ont signé quand même un premier rapport. Non, mais eux même ceux-là... CFDT, par exemple, mais qui vous dénoncent. Et même ceux-là... Même si vous faites le lit des extrémistes. Non, même ceux-là, ils n'applaudissent pas. Ils signent quand même. Hein. Ils signent, mais en faisant remarquer que peut-être ils ne sont pas sûrs du résultat, ce qui est très étonnant de signer, mais ça c'est leur responsabilité, j'ai pas à me mêler de ça. Mais non, le seul qui applaudit vraiment, c'est Pierre Gattaz depuis le début. Et d'ailleurs, je crois que les Français le comprennent assez bien, il suffit de regarder ce que pensent les gens de gauche de la politique actuelle de François Hollande. On parle beaucoup d'un remaniement en ce moment, peut-être après aussi les municipales, comme le pacte de responsabilité. Est-ce que pour vous ça peut avoir un sens ? Si c'est un remaniement pour faire, comme on nous l'annonce, un gouvernement resserré, voire, comme l'a dit M. Gattaz, il nous faut un gouvernement de combat pour accélérer dans cette direction, évidemment que ça ne peut pas me satisfaire. Il faut totalement changer de cap. Il faudrait changer l'équipe gouvernementale, mais pas dans le sens, mais pour faire une politique de gauche. On dit que Jean-Marc Ayrault pourrait garder sa place à Matignon, par exemple. Pour faire une politique, mais c'est pas une question d'homme, c'est pour faire une politique de gauche qu'on ne fait pas actuellement. Est-ce qu'il y a quand même des ministres qui tirent mieux leur épingle du jeu? Vous avez cité Benoît Hamon, qui vient un peu sur vos positions concernant les dividendes versés par les entreprises. Le magazine L'Usine Nouvelle déclare sa flamme cette semaine pour Arnaud Montebourg. Et on peut lire, c'est le meilleur défenseur des usines que la France ait connu depuis 30 ans. Êtes-vous d'accord ? Écoutez, j'étais il y a quelques jours à Dunkerque. J'ai rencontré tous les salariés de la sidérurgie, les salariés d'Asco Métal, dont l'entreprise vient d'être mise en redressement, les salariés d'Arcelor Dunkerque. J'étais l'autre jour à côté d'Agen, à Fumel, avec les salariés de Métal Temple. J'ai rencontré samedi les salariés de Fralib. Tous me disent... Arnaud Montebourg nous fait beaucoup de promesses, mais nous, on ne voit pas les résultats. Et pour cause, parce que Arnaud Montebourg est peut-être bon en communication, mais ça ne change pas une politique gouvernementale qui ne permet pas de s'attaquer à la politique du chômage. Un mot sur le climat, à quelques jours des municipales, Pierre Laurent, préjudiciable semble-t-il à la droite comme à la gauche, et un sondage montre d'ailleurs que presque la majorité, une bonne moitié des Français, ressentent un dégoût aujourd'hui. Je crois que les Français, ils disent une chose très simple, de bon sens, que je partage à 1000%, occupez-vous des problèmes de la France et des Français. Quand ils voient pendant une semaine des responsables politiques du gouvernement et de la droite se jeter à la figure des affaires à milieu de leurs préoccupations, effectivement, ils sont en colère parce qu'eux, ils souffrent. Ils attendent un gouvernement et ils attendent des responsables politiques qui soient mobilisés sur les problèmes essentiels de la France. Non, mais il y a la justice. Pas des responsables politiques qui se jettent les affaires. La justice enquête. Oui, mais que la justice enquête et elle a besoin d'enquêter manifestement. Jean-Luc Mélenchon affirme que François Hollande était forcément au courant des écoutes judiciaires de Nicolas Sarkozy. Vous avez la même conviction, oui ou non? Mais probablement il l'a été à un moment donné, mais... Ce qui importe dans cette affaire, c'est deux choses, dans ces affaires, c'est que la justice travaille parce que manifestement, il y a des choses à éclaircir du côté de Nicolas Sarkozy. Et deuxièmement, que le gouvernement actuel ne se mêle pas d'intervenir dans l'instruction judiciaire et laisse les juges travailler. Voilà. Et il faut faire donc dans les deux cas, la réponse elle est simple. Il faut que la justice travaille et que les responsables politiques, eux, se mêlent s'occupent des problèmes des Français et pas autre chose. Catel Prigent de l'AFP va nous rejoindre dans un instant. D'abord, on va parler de vous et de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous formez quand même un drôle de couple qui s'est retrouvé il y a quelques jours, enfin pourrait-on dire, on va le voir à Nîmes. Le reportage de Faustine Saint-Geniès. L'image est rare et sans trucage. Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon ensemble. Mais cela ressemble à de fausses retrouvailles. Pour la première et la dernière fois de la campagne des municipales, vendredi dernier à Nîmes, les deux hommes ont fait estrade commune, mais le courant ne passe pas vraiment. Ce qui rassemble ici à Nîmes, c'est cette liste de gauche qui fait rêver Jean-Luc Mélenchon, ou Parti communiste, Parti de gauche, écologiste et même quelques socialistes font front commun. Nous avons besoin passionnément de notre victoire à Nîmes parce que nous voulons faire la démonstration que cette coalition du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts, avec les socialistes qui quittent le radeau de la Méduse sur lequel ils sont embarqués, cette coalition a vocation à être majoritaire dans cette ville et demain dans le pays.
Pierre Laurent, lui, est dans une toute autre stratégie. Il veut maintenir le Parti communiste face notamment à la menace du Front National. Il y a embusqué à côté ou dans l'UMP, il y a l'extrême droite. Principal point de crispation entre les deux hommes, les rapports avec le PS. Alors que les communistes ont fait des alliances dans de nombreuses villes comme Paris, Jean-Luc Mélenchon prône une autonomie radicale vis-à-vis des socialistes. Et pour lui, l'occasion, ce sera les européennes. Après les municipales, on va démarrer, puis c'est mon intérêt qu'on démarre après les municipales quand même. Au moins qu'on puisse dire, on tourne la page, on passe à autre chose. Passer à autre chose, faute de quoi le front de gauche est menacé d'implosion. Voilà, après ces images qui vous rappellent quelques souvenirs récents, donc, nous accueillons... Très beau meeting à Nîmes, où il y avait 1000 personnes. Entre vous deux, avec Mélenchon, ça avait l'air un petit peu froid quand même. Catel Prigent peut témoigner, elle était sur place. Bonsoir Catel, vos questions à notre invité. Oui, Michel le disait, drôle de couple. Effectivement, les retrouvailles étaient un petit peu froides, tendues à Nîmes vendredi soir. Vous en êtes où avec Jean-Luc Mélenchon au final? Non, elles n'étaient pas spécialement tendues. Maintenant, on a retrouvé un rythme régulier de discussion. On se voit et on se parle quasiment tous les jours en ce moment sur la situation et sur la suite des élections municipales et la préparation des élections européennes. Pourtant, lui a l'air de dire que la blessure n'est pas refermée, qu'il attend effectivement la fin des municipales. Comment vous allez surmonter parce qu'il y a aussi un problème de fond. Je crois que ce qui aidera à tourner la page, c'est les résultats des élections municipales. Finalement, tout le monde fera un peu le bilan de ce qui a été fait par les uns et par les autres. Nous avons fait des choix que nous revendiquons jusqu'à ce jour, parce qu'ils vont permettre de conforter le Parti communiste, le Front de gauche, comme le troisième réseau d'élus locaux de toutes les formations politiques nationales. Et je pense que ces élus seront utiles pour mener les batailles contre l'austérité et la suite. Donc, je ne crois pas que les élections municipales vont invalider les choix qui ont été les nôtres. Au contraire, tout le Front de gauche. C'est ce que vous espérez peut-être? Non, je n'espère pas du tout ça. J'ai pas d'ennemis, surtout pas au Front de gauche, et j'en ai pas d'ailleurs, j'en ai pas à gauche. Mes ennemis sont d'abord à droite et à l'extrême droite. Enfin, mes adversaires politiques, disons. Donc, chacun tirera les leçons, on les tirera collectivement et on va avancer vers la suite. On a eu effectivement un désaccord qui est un désaccord important. C'est que nous considérons que le fait d'avoir de très nombreux élus, c'est important pour défendre les populations et mener nos batailles contre l'austérité. Quitte à vous associer au PS, là Jean-Luc Mélenchon dit le Front de gauche devient illisible. On est en train de s'associer à un parti qu'il critique à longueur d'année. Mais je pense que la protection des politiques publiques locales qui vont être mises en cause par les injonctions d'austérité qui vont venir du MEDEF, du gouvernement, de Bruxelles, de la Cour des comptes, je pense que la protection de ces politiques publiques locales pour le logement, les transports publics, mérite qu'on se batte pour constituer des majorités municipales de gauche, qu'on ne laisse pas les villes retourner à droite et pire à l'extrême droite. Et évidemment, ces majorités municipales de gauche continueront d'être traversées par des débats. Mais je pense que nous serons en meilleure position pour protéger ces politiques publiques. Et moi, j'accorde de l'importance à ça. Et quand on me dit on peut se passer de toute alliance avec d'autres forces de gauche, je dis ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité politique. D'ailleurs, nous faisons alliance, et Jean-Luc Mélenchon s'en félicite, avec les Verts à Nîmes et dans d'autres villes, que je sache, c'est aussi une formation qui, pour le moment, a choisi de rester au gouvernement. Donc nous travaillons avec des forces, on voit bien dans le Parti socialiste, des gens qui sont en débat aussi sur l'orientation gouvernementale. Et heureusement que nous dialoguons avec eux. Il y en a d'ailleurs aussi sur la liste à Nîmes, dont tous les deux, nous avons été soutenir. Est-ce que vous comprenez toujours ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, parce que, par exemple, il a lancé récemment dans un meeting, c'était pas à Nîmes, c'était à Paris dimanche soir, je ne m'appartiens plus. Non mais, écoutez... Si vous en parlez avec lui au téléphone? Non mais ça, c'est... C'est quoi? Moi, je pense qu'il faut toujours, quand on s'investit en politique, et singulièrement quand on est investi des premières responsabilités qu'on est mis sur le devant, comme on l'a été, il faut garder du recul. En tout cas, c'est important. Donc voilà, c'est un conseil que vous donnez. C'est des formules que moi je n'emploie pas, mais chacun a sa personnalité. Pour revenir au municipal, justement, et ces problèmes d'étiquette, Jean-Luc Mélenchon
accuse Manuel Valls de vouloir faire une grande ratatouille des étiquettes et de noyer le Front de gauche ou le Parti de gauche dans les étiquettes diverses. Est-ce que vous pensez à la même chose? Oui, vous savez, les élections municipales, il y a des coalitions différentes d'une ville à l'autre. Donc c'est très difficile de faire des additions nationales par formation politique. Donc on a vu parfois et souvent des ministres de l'Intérieur tenter par des additions improbables. Donc il faudra se méfier de ça dimanche soir pour lire attentivement les résultats. Il ne suffira pas de lire les additions par formation politique, il faudra regarder les coalitions qui l'ont emporté, leur nature. Donc il faut une lecture un peu plus fine que ça. Et effectivement, il faudra peut-être se méfier un peu de ce qu'on nous dira le dimanche soir du côté du ministère de l'Intérieur. Il faudra y regarder de près, en tout cas. Je pense qu'il faudra aider les électeurs à y regarder de près. Ouais. Donc vous y regardez de près, vous vous comptez par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et derrière les municipales, vous le dites, vous vous mettez en route pour les européennes. Est-ce que les discussions ont avancé aussi avec vos partenaires du Parti de gauche? Je le souhaite depuis des mois. On a pris du retard. Bon, là, maintenant, on est dans la dernière ligne droite des élections européennes. Donc, nous avons commencé des discussions. Il y a déjà eu 2 réunions du Front de gauche, là, ces derniers jours. Il y en a une 3e demain matin. Je pense que maintenant, notre objectif, il est clair, c'est d'être prêt dès le lendemain des élections municipales. Je pense que nous devrions y arriver. Enfin, je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Nous sommes sur la question européenne en phase depuis très longtemps. Nous soutenons une candidature commune à l'échelle de toute l'Europe qui est celle du leader de la gauche grecque, Alexis Tsipras. Nous avons beaucoup de biens communs sur la question européenne. Je ne vois pas pourquoi nous n'irions pas ensemble aux élections européennes. Je le pense depuis déjà des mois. Quels que soient les résultats, quels que soient les objectifs au second tour, d'ailleurs, qu'est-ce que vous prévoyez, vous, au second tour des municipales? Moi, je pense qu'il va falloir vraiment se rassembler contre la droite et l'extrême droite. La priorité des priorités pour le second tour sera le rassemblement face à la droite et à l'extrême droite dans toutes les circonstances. Et il faudra pour le faire que chacun fasse les efforts de rassemblement qui respectent les résultats du premier tour, qui respectent les différentes forces, mais il faudra travailler d'arrache-pied à ce rassemblement parce que très probablement nous risquons de nous trouver face à des situations de menaces de basculement de villes vers la droite et l'extrême droite. Et quels que soient les débats qu'il y a dans la gauche, qui sont très vifs en ce moment, surtout avec le gouvernement, je pense que ça devrait être une priorité pour le 2e tour. Pour en revenir aux européennes, les discussions, vous dites, avancent. La place de Jean-Luc Mélenchon est déjà définie. On a des petites fuites dans la presse qui disent qu'il serait dans le sud-ouest, que ça se bataille quand même encore pour l'Île-de-France. Est-ce que tout ça est encore en cours ou vraiment vous attendez le lendemain des municipales? Non, il y a effectivement des discussions. Bon, nous, pour ce qui est du Parti communiste, nous avançons 2 principes simples. C'est-à-dire que le plus simple serait de reconduire les sortants dans les circonscriptions où ils ont été élus. Donc Jean-Luc Mélenchon dans le sud-ouest, Patrick Le Yarrick, député communiste européen en Île-de-France, une députée européenne non encartée qui est dans le front de gauche, Marie-Christine Vergiat dans le sud-est, et Jackie Hénin dans le nord. Voilà notre proposition, et à partir de là, procéder à une répartition et voire à une ouverture des listes dans les autres circonscriptions. Ça discute un peu sur ça, mais je pense qu'on va y arriver. Jean-Luc Mélenchon a toujours affirmé que son objectif était que vos listes arrivent devant celles du Parti socialiste, n'est-ce pas, Katell? Est-ce que vous partagez cet objectif? Oui, je pense qu'aux élections européennes, les électeurs de gauche qui voudront mettre un bulletin anti-austérité dans l'urne, clairement anti-austérité, et pour une Europe solidaire, pas sur une position de repli, mais pour une Europe des travailleurs solidaire, auront un bulletin pour le faire, un bulletin efficace, c'est les listes du Front de gauche. Je pense, celui-là ? Oui, donc je pense qu'on peut aller très haut, et dans certaines circonscriptions, en tout cas, peut-être être en tête de la gauche, oui, absolument. Je pense que c'est... Aux élections européennes, nous savons que nous sommes déjà beaucoup plus haut que ce que nous avions fait en 2009, les sondages le disent, et on n'est pas entré en campagne. Je pense qu'on peut faire un très bon score si on se met en campagne rapidement. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir vos listes au NPA ? Je pense qu'on pourrait ouvrir nos listes et de tous côtés,
Moi, j'essaye de discuter aussi avec des socialistes qui se posent beaucoup de questions sur la politique actuelle, qui ne sont pas d'accord avec le pacte de responsabilité, qui ont beaucoup d'interrogations, qui s'inquiètent de cette orientation. Mais effectivement, ça peut aussi être des discussions avec l'ONPA. L'idéal, ça serait que ça s'ouvre de tous côtés, dans toutes les familles de la gauche, pour faire les listes les plus larges possibles. Bien. Quel changement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous saluez depuis le passage du sarkozysme au hollandisme? Écoutez, je ne sais pas ce que c'est le hollandisme. Il y a une politique de François Hollande. Quel changement avez-vous envie de saluer depuis l'alternance? Il y a eu le mariage pour tous. Il y a eu cette avancée. Et c'est vrai qu'au plan économique et social, c'est la déception sur toute la ligne. Et même pire que ça, parce qu'on a dans plusieurs domaines l'accord national de l'ANI qui a été dans la loi, qui est un recul des droits sociaux. On a eu un recul du droit à la retraite. On s'oriente avec le pacte de responsabilité vers des choses inquiétantes. Donc on a malheureusement en matière économique et sociale plutôt de la continuité que du changement. Et puis, il y a eu cette avancée sociétale. Il y a eu dans le domaine de l'éducation 60 000 postes de créés. C'était un rattrapage par rapport à la période Sarkozy, mais on est très loin des besoins. Et maintenant, on nous dit, à cause des 50 milliards d'économies qu'on veut faire, que même ces postes-là, alors que c'était soi-disant la grande priorité, ne seraient plus sanctuarisés. Donc on a les inquiétudes grandissent. Dans ce hollandisme, que pensez-vous de la position des écologistes avec lesquels vous êtes associés dans certaines villes pour les municipales et qui participent au gouvernement Hollande? Ce que je comprends de leur débat, et puis je discute avec eux, c'est qu'ils sont très inquiets de beaucoup de choses dans l'orientation gouvernementale. Ils ne sont pas satisfaits de ce qui n'avance pas en matière écologique, et je crois qu'ils ont raison. Le débat sur la pollution l'a montré encore, on n'avance pas assez vite. Ils sont aussi, il y a dans leur rang beaucoup de gens inquiets par les orientations sociales du gouvernement. Ils essayent de peser de l'intérieur sur les orientations gouvernementales. C'est un choix qui leur appartient, qui fait débat chez eux. Mais moi, je n'ai pas à me mêler de ce choix. Ils essayent à leur manière de peser. Pour le moment, ils n'y arrivent pas beaucoup. Mais comment ils vont faire évoluer leur position. Mais moi, je constate que, comme j'arrive à le faire avec des socialistes sur le terrain, avec des écologistes, nous arrivons à constituer, par exemple, des majorités municipales ou des accords municipaux avec des objectifs qui sont des vrais objectifs de gauche. Donc ça veut dire que le combat doit continuer et qu'une majorité alternative qui rassemblerait à terme des gens venus de toutes les familles de la gauche pour mener autre chose que les politiques d'austérité actuelles, est nécessaire et qu'elle est possible. Et ça reste notre objectif. Donc une sortie des écologistes du gouvernement, vous leur tendez la main pour rejoindre le Front de gauche? Mais je leur tends la main même en étant au gouvernement, et je tends la main à des socialistes qui sont dans une formation qui soutient le gouvernement, parce que nous pouvons d'ores et déjà travailler ensemble. Nous proposons une grande marche contre l'austérité le 12 avril, contre le pacte de responsabilité, contre la droite et l'extrême droite, et nous disons à des Verts, à des socialistes, venez avec nous dans cette manifestation. Attendez, vous tendez la main à tout le monde, vous voulez que François Hollande et son gouvernement restent tout seuls? Mais il s'est isolé tout seul, François Hollande. Qui le soutient? Il est à 20% de popularité 2 ans après avoir été élu président de la République. Il a tourné le dos aux gens de gauche. Les gens de gauche ne lui font plus confiance. Et effectivement, il s'est isolé. Et c'est à nous de rassembler maintenant ces forces qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale pour reconstituer une autre majorité que celle-là qui mènera une politique de gauche. Merci Gatel. Allez, on va s'intéresser maintenant au combat électoral particulier qui se déroule en ce moment en Seine-Saint-Denis, un département où le communisme municipal, comme on dit, Pierre Laurent, a encore quelques lettres de noblesse, mais va-t-on bientôt dire avait, puisque Claude Barthelone, l'homme fort du département, qui est également le président de l'Assemblée nationale, a décidé manifestement de ne pas vous faire de cadeaux. On en parle avec Perrine Tarnaud dans un instant, après ce reportage sur place de Sophie Normand. Bonjour madame, je vous salue, vous allez bien? Je vous laisse mon petit dernier tract. Il fait partie de ces jeunes loups socialistes, surnommés les Barto Boys. Mathieu Hanotin, 35 ans, jeune député et vice-président du Conseil général, connaît bien le département de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il est à la conquête de ce bastion communiste qu'est la ville de Saint-Denis, poussé par le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Oui, j'ai des affinités politiques particulières avec Claude Barthelone. Oui, on partage les mêmes projets politiques.
pour la Seine-Saint-Denis. Oui, on a travaillé ensemble au Conseil général. Oui, on travaille ensemble à l'Assemblée nationale. Et oui, je suis fier de ce que Claude Barthelone fait chaque jour pour promouvoir partout où il le peut le département de la Seine-Saint-Denis. Face à lui, soutenu par Marie-Georges Buffet, Didier Paillard, maire communiste sortant. Il regrette qu'aucune alliance n'ait été possible avec les socialistes et y voilà la patte de Claude Barthelone. Il se sert de ces jeunes militants, jeunes députés pour aller à la conquête de nos villes. Ça se manifeste par sa présence régulière. Enfin, lui-même, il nous honore tous les semaines de sa présence d'une façon ou d'une autre dans des événements qui n'ont des fois rien à voir avec la vie politique. Claude Barthelone omniprésent, mais qui fuit les médias. Son idée, pousser le Parti communiste hors de Seine-Saint-Denis, alors que sur les 40 communes que compte le département, seules 11 sont encore sous le giron du PC. Une offensive inédite dans ce département historiquement communiste, jugée agressive pour le rare maire UDI du département. C'est pas de la concurrence, c'est de l'extermination. C'est le couteau du boucher socialiste qui veut égorger les quelques communistes qui restent dans ce département. Ils se présentent presque partout contre eux. C'est vrai à Saint-Denis, c'est vrai à Bagnolet, c'est vrai à Aubervilliers, c'est vrai à Saint-Ouen, c'est vrai même à Villepinte. Enfin, dans presque toutes les communes que détient le Parti communiste, le Parti socialiste se présente contre eux pour les éliminer, comme ils l'ont fait du Conseil général. L'enjeu caché de ces municipales en Seine-Saint-Denis serait le Grand Paris. Claude Barthelone ne cache pas son envie de diriger la future métropole. S'il ne joue qu'un rôle secondaire dans ces municipales, lui qui n'est candidat qu'à un modeste poste de conseiller municipal au Pré-Saint-Gervais, le patron du département comme on l'appelle, place ses pions. Voilà donc pour Claude Barthelone et ce qu'on appelle maintenant les Bartoboy. Bonsoir Perrine Tarnaud. Vos questions sur ce thème à notre invité. Bonsoir Pierre-Laurent. Est-ce que vous reprenez le terme de Jean-Christophe Lagarde qu'on vient d'entendre dans ce reportage? Il parle d'extermination des communistes dans le département de la Seine-Saint-Denis. Extermination par le Parti socialiste et par Claude Barthelone. Mais il en parle en connaissance de cause parce qu'il a pratiqué la même chose dans la ville de Drancy et aux alentours. Il y a d'ailleurs des connivences dangereuses en Seine-Saint-Denis. Vous savez, pour éliminer les communistes, et le PS. Oui, par exemple, pour éliminer les communistes, on voit parfois se construire des coalitions extrêmement inquiétantes. Récemment, le Front National, qui n'a pas réussi à présenter une liste à Saint-Denis, a déclaré il fallait éradiquer l'équipe Paillard, le maire communiste de Saint-Denis, en disant peu importe si le chirurgien est socialiste. Donc effectivement, on voit parfois des coalitions contre nature pour essayer de nous affaiblir. Mais je pense que la situation ne s'y prête pas en ce moment, parce que les populations de Seine-Saint-Denis ont besoin de solidarité, elles ont besoin de politiques protectrices, et je pense que les opérations qui sont menées actuellement dans quelques villes inspirées par Claude Barthelone, je crois qu'elles vont échouer cette fois-ci en Seine-Saint-Denis. Mais quel est l'objectif de Claude Barthelone? C'est d'avoir une hégémonie, une mainmise sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et au-delà, il faut croire, oui, il faut croire que c'est un objectif qui l'obsède et qui est assez loin. Et qui est assez loin pourtant de l'intérêt des populations de Seine-Saint-Denis. Parce qu'à Saint-Denis, non mais prenons la ville de Saint-Denis, parlons concrètement. Cette ville qui a été touchée il y a plusieurs décennies par une très grave désindustrialisation. Aujourd'hui, c'est une ville en plein développement. C'est une ville qui a réindustrialisé toute pleine commune. C'est une ville qui, autour du Stade de France, fait du développement. C'est une ville qui rénove son centre-ville. La population sur place n'en profite pas. Ah bah c'est parce qu'il ne connaît pas bien la ville de Saint-Denis. Si elle fait confiance justement aux équipes qui ont conduit la ville, c'est parce que il y a dans ces villes des politiques de solidarité qui les protègent. Des politiques dans les cantines scolaires, des politiques de développement de l'emploi, des politiques de services publics culturels. On a vu le député socialiste sur les marchés, là. Il le dit aux électeurs qu'il rencontre et à qui il distribue non seulement des écharpes roses, mais ses tracts, évidemment. Il dit, bon, maintenant, il faut tourner la page, ça a assez duré, les communistes. Oui, mais ça c'est une rhétorique qui ne ressemble pas beaucoup à un homme de gauche.
Voilà. C'est une rhétorique qu'on entend beaucoup chez des hommes de droite qui veulent se débarrasser des fois des communistes et des fois des socialistes. Or, dans ces villes-là, ce dont nous avons besoin, c'est du rassemblement de toutes les forces de gauche. Nous ne voulons pas une hégémonie communiste en Seine-Saint-Denis, qui n'existe d'ailleurs pas. Vous voulez pas celle de Claude Barthelone. Nous voulons que les forces qui sont à gauche dans ce département s'unissent pour protéger les populations contre les politiques de spéculation, les politiques de chômage. Ce qui m'a frappé dans les candidats socialistes de ce département, mais aussi de la petite couronne parisienne, c'est que finalement, le non-cumul, la limitation du cumul, eh bien, ça attendra 2017. Monsieur Hanotin, qu'on a vu dans le reportage, est déjà député, vice-président du Conseil général, il se présente comme tête de liste. Il y a Bruno Le Roux aussi dans le département qui se présente en 3e place, pas en tête de liste. Donc, oui, le Parti socialiste, finalement, fait voter une loi sur la limitation du cumul des mandats, mais parce que quand on n'est plus préoccupé par l'intérêt général, mais seulement par les ambitions personnelles des uns et des autres et de jeunes députés qui, parce qu'ils ont été élus à la faveur d'une vague rose aux législatives, pensent que tout leur est permis, on voit ce que ça donne. Et d'ailleurs, on a le même cas en Seine-Saint-Denis, le jeune député socialiste élu, Razia Hamadi, s'est lancé pareil n'importe comment dans la bataille à Montreuil, et il va finir très mal. Alors vous dites à Claude Barthelone, là, s'il nous écoute, tu nous feras pas la peau? Ça me paraît clair. Je pense qu'en Seine-Saint-Denis, il y a une volonté. Je pense qu'il y a une. Oui, je lui dis clairement. Il y a une volonté des populations de redévelopper l'influence du Parti communiste, du Front de gauche et de la gauche tout entière, parce que nous servons la gauche en Seine-Saint-Denis. On va parler un petit peu de la pollution en Ile-de-France avec l'application de la circulation alternée hier à Paris. Est-ce que selon vous, c'est une décision politique et électoraliste avant tout? Non, c'est une décision. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de pollution sur l'Île-de-France. Il ne date pas ce week-end. Donc effectivement, là, c'est un coup une fois. On nous dit que ça a été utile. Moi, j'ai pas le moyen de le vérifier, que ça va faire descendre immédiatement la pollution. Mais on sait qu'on traitera pas le problème dans la durée avec des coûts de ce type-là. Il y a quand même un déficit d'anticipation politique sur cette question. Mais il y a un déficit depuis très longtemps. On a pris 20 ans de retard dans le développement des services des transports publics en Ile-de-France. On a laissé, depuis 20 ans, on développe le fret sur la route. L'Île-de-France, comme malheureusement toutes les régions de France, est envahie de camions et on ne développe pas le fret ferroviaire. Il y a des grandes gares de fret ferroviaire en Île-de-France, à Villeneuve-Saint-Georges, à Blanc-Ménil, qui ne sont pas développées comme elles le devraient. Et quand on va instaurer une écotaxe en France, tout le monde crie au loup. Je vous raconte une chose. Je suis allé visiter Rungis il y a quelques jours. Eh bien, il y a des lignes de fret qui viennent du sud de la France pour amener les fruits et légumes. Et qui ne servent à rien. Non, si, elles servent. Mais la SNCF veut en fermer une des deux. Si on supprime cette ligne, eh bien, on aura des camions supplémentaires. Que le gouvernement s'occupe de ça. La SNCF d'abord, qui a déjà organisé le fret. Voilà une mesure concrète en Île-de-France, et qui sera celle-là pérenne, durable. Défendons les lignes de chemin de fer qui amène des fruits et légumes à Rungis tous les matins plutôt que de transporter ces fruits et légumes par camion depuis Perpignan. C'est une très bonne idée, mais on ne sait jamais à quelle heure ils arrivent ces trains, paraît-il. Malheureusement, c'est pas comme pour les trains de passagers. Ça marche très bien. Très au courant. Dites-moi. Tandis que les camions, c'est d'une grande fiabilité, comme chacun sait. Vous citez la pollution des camions. Pourquoi vous ne parlez pas de la pollution du diesel, des voitures diesel aussi? Non, mais il y a aussi un problème avec. Mais ça, pour régler ce problème-là, il faut faire évoluer le parc automobile. Donc il faut, mais ça pareil, c'est un plan de transition durable. Il faut travailler avec les constructeurs automobiles, faire évoluer le parc automobile, et puis encourager les automobilistes à acheter des. Donc ça veut dire qu'il faut plus taxer les voitures qui roulent au diesel. Non, parce que oui, mais justement, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, parce que là, on culpabilise toujours les mêmes. C'est comme hier, on a mis 5000 amendes à des gens qui essayaient d'aller travailler avec leur voiture. Non, ils n'ont pas fait preuve de civisme. Certains pouvaient peut-être faire autrement, je ne sais pas. Mais
Bon, soit dit entre nous, petite anecdote sur la journée d'hier, il y avait beaucoup de contrôles à la porte de Montreuil, à la porte de Bagnolet. On ne pouvait pas passer au travers. Partout dans Paris. Ouais, mais pas à porte de Saint-Cloud et à porte d'Auteuil. Ah bon? Attendez, attendez. Vérifiez ce que je dis. Il y a eu une discrimination sociale dans les contrôles, dans la verbalisation. Hier, il n'y avait pas de contrôle à la porte d'Auteuil, à la porte de Saint-Cloud. Par contre, vous ne pouviez pas rentrer dans Paris avec une voiture à la porte de Bagnolet. Mais bon, ça mis à part, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je pose une question, j'aimerais bien comprendre pourquoi, parce que j'ai pas l'impression que les voitures polluent moins à l'ouest de Paris qu'à l'est. Anne Hidalgo, à Paris, elle veut éradiquer le diesel. Est-ce qu'elle en a les moyens? Mais il faut encourager les gens. On les a encouragés à acheter des voitures diesel. Et maintenant, on va les matraquer. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Donc, faisons évoluer le parc. Par exemple, on peut le faire très vite évoluer dans tout le parc des autobus, voilà, tout ce qui est maîtrisé par la puissance publique, tous les parcs publics peuvent évoluer. On vient de voir la dernière querelle sur les autobus en Ile-de-France entre Anne Hidalgo et Cécile Duflot, c'était ce week-end, sur la pollution. Est-ce qu'à votre avis, Anne Hidalgo, en ce moment, elle fait preuve un peu de fébrilité là, dans cette phase de campagne? Elle a peur de l'abstention importante à gauche qui pourrait la pénaliser? De fébrilité, non, c'est pas l'impression que j'ai. J'ai participé à un meeting avec elle dans le 20e arrondissement, qui est mon arrondissement. J'ai pas senti une candidate fébrile. Il y a une campagne qui se mène à Paris, qui est, de mon point de vue, une bonne campagne, qui avance des propositions précises. Nous avons joué un rôle extrêmement utile pour que les propositions soient précises, notamment sur la question du logement social, des transports publics, des halles alimentaires. Donc elle va séduire la gauche de la gauche, la gauche du PS, en tout cas. Donc je pense que... Mais le problème de la mobilisation électorale se pose à Paris comme ailleurs à cause d'un climat national qui est effectivement pas très bon et pas très mobilisateur. Anne Hidalgo d'être réticente à l'éventuelle fusion de ses listes, de vos listes, avec celle du parti de gauche. Elle dit ça ne serait pas cohérent. Écoutez, moi je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, au deuxième tour, il faudra donner la priorité au rassemblement contre la droite et l'extrême droite. Et donc, pour moi, ça veut dire le rassemblement maximum au deuxième tour. On oublie tout ce qui s'est dit avant. Non, attendez, je dis, la logique d'ensemble doit être le rassemblement maximum pour faire face à la droite et à l'extrême droite. Et moi, c'est ce que je souhaite. Voilà. C'est l'ardoise magique du second tour. On efface tout, on oublie tout. Non, mais en tout cas, pour revenir au département de la Seine-Saint-Denis, si par exemple le Parti Socialiste se maintient contre votre liste qui arrive en tête au second tour. Qui s'exprime au premier tour, dans des configurations qui sont différentes. Et puis, au deuxième tour, on se rassemble pour battre la droite et l'extrême droite. Et je pense que ça continue de fonctionner et d'être efficace. Allez, tiens, encore une occasion de dire du mal de la politique suivie et de François Hollande. Vous regrettez que les étrangers ne participent pas au scrutin municipal? Mais bien sûr. Écoutez, ça fait depuis 81... Les présidents socialistes ont fait cette promesse et l'ont rangée une fois élus. Pour moi, c'est indigne. Mais François Hollande a dit une réforme sociétale, c'est déjà lourd. Il n'y en aura pas de... Celle que vous avez saluée sur le mariage pour tous. Pour un président de gauche, c'est pas très ambitieux quand même. Parce que si une réforme sociétale, ça commence à faire peur à la gauche... Alors là, on est mal barré. Voilà, qui est dit. C'était clair et net depuis le début de cette émission. Merci Perrine, merci Pierre-Laurent. Je vous retrouve dimanche soir à partir de 19h sur la chaîne Public Sénat avec LCP Assemblée Nationale pour, bien sûr, la soirée des municipales. La semaine prochaine, lors de l'entre-deux tours, Perrine, il y aura 2 preuves par 3, mardi et mercredi. À très vite.